Bienvenue dans une nouvelle étude de cas qui va consister à redécouvrir une étude proposée par People et Shade en 1992 dans le domaine des verres nucléaires. C'est une étude de cas, donc vous voyez apparaître un pictogramme particulier. Ce pictogramme particulier nous situe l'étude dans le domaine des verres, céramique et béton. Nous situe aussi la méthodologie que l'on va utiliser, c'est le maillage de type Extreme Vertex Design proposé par McLean et Anderson, et nous donne aussi le nombre de constituants, 3 constituants, donc un polyèdre convexe défini à partir de 3 constituants que nous allons explorer expérimentalement pour découvrir des applications de méthodes que vous avez vues de façon plus théorique que dans des séances de cours. Cette étude de cas va être découpée en 10 séquences que je vais rapidement présenter. Les séquences ont une durée de 10 à 30 minutes. D'abord, et c'est la séquence dans laquelle nous sommes, nous allons parler de l'exemple et rappeler les objectifs des auteurs et les réponses associées aux objectifs. Dans la séquence suivante, nous décrirons la stratégie retenue par les auteurs et les facteurs de l'étude, les 3 constituants de l'étude, qui naturellement vont voir leurs proportions soumises à des contraintes explicites qui génèrent le fameux polyèdre convexe que l'on apprendra à décrire et à caractériser dans la séquence 3, séquence au sein de laquelle on fera également un rappel sur les modèles empiriques qui vont nous permettre de modéliser la variation de la réponse au sein du domaine expérimental. La séquence 4 sera consacrée à la construction de la matrice d'expérience à partir d'une approche empirique proposée par McLean et Anderson en 1966, qui va consister à retenir les sommets du domaine, les milieux d'arête, le centre, et puis 2 points internes. Ensuite, nous passerons dans la deuxième partie de l'étude, qui est la partie consacrée à l'analyse des résultats. Première séquence de cette partie, la séquence 5, on va se livrer à l'expérimentation, ou du moins on va reporter les valeurs proposées par les auteurs, et on va surtout les analyser de façon globale, au travers de fonctions de répartition, de graphes de corrélation, en particulier de corrélation de rang, ce qui est peut-être un peu original par rapport à ce qu'avaient proposé les auteurs en 1992. Ensuite, on se livrera à l'analyse mathématique de la variation des résultats. Donc l'objectif est de calculer les coefficients, ou plutôt d'estimer, pour être correct terminologiquement, les coefficients et les résidus. Les résidus, c'est les écarts aux expériences. Et ensuite, pour porter un jugement sur les produits de l'analyse mathématique, on utilisera l'analyse statistique sous forme de 2 séquences. Une première séquence que vous retrouvez régulièrement dans les études de cas, qui conduit à l'analyse descriptive et à l'analyse de la qualité prédictive des modèles. Et puis j'ai voulu ici, pour éviter d'avoir une séquence un peu longue, ouvrir une 8e séquence dédiée, puisqu'il y a 4 réponses et 4 transformations, aux transformations de Box-Cox. Transformations utiles lorsque les résultats d'une campagne expérimentale varient de plus d'un ordre de grandeur. C'est-à-dire quand l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur observée pour une réponse en rapport est plus grand que 10, la plus grande réponse est au moins 10 fois plus grande que la plus petite, souvent il est utile, pour avoir une meilleure restitution, de modéliser non pas la variation de la réponse, mais la variation d'une transformation adaptée. Par défaut, on prend le logarithme. Box et Cox nous ont appris en 1964 à choisir parfois des transformations plus subtiles que le logarithme, et ce sera le cas dans cette étude. Une fois qu'on a validé le meilleur modèle, eh bien, il ne faut surtout pas regarder les coefficients, c'est trompeur, il faut les dessiner sous forme graphique, et ces coefficients vont donner lieu à la construction de graphiques sous forme de courbes iso-réponses, sous forme de traces de surface de réponse qu'il convient d'interpréter, et ce sera le rôle de la conclusion qui permettra de répondre aux questions qui étaient posées par les auteurs concernant les effets des variations des proportions des constituants dans ce mélange ternaire. Donc nous voilà dans la première séquence, et donc après le plan des séquences que vous allez voir, dans l'introduction, je vais rappeler l'origine de la publication. Donc c'est une publication issue en 1992 du journal de la Société américaine de céramique.
Dans le domaine de la céramique, on inclut les verres, et parmi les verres, il y a aussi les verres nucléaires au sens de la vitrification. Et donc, dans cette étude de cas, les auteurs s'intéressent à la vitrification in situ, à savoir en faisant passer un courant électrique dans un sol. On va pouvoir transformer ce sol, à condition de monter à température suffisamment élevée, en verre. L'intérêt d'un verre, c'est d'atteindre un niveau de lixiviation très très faible. Donc d'avoir quelque part un matériau durable. On verra que ce verre a des structures proches de l'obsidienne. L'objectif, c'est de trouver le rôle des constituants dans la durabilité du verre, mais surtout dans cette publication, dans sa fabricabilité, dans la mise en œuvre, puisqu'on va s'intéresser à des propriétés, comme on va le voir, de viscosité et des propriétés de conductivité électrique. Et l'objectif, c'est pas de trouver un optimum, l'objectif, c'est de comprendre quel est le rôle des constituants, à savoir un sol que l'on va doper avec CaO et Na2O. L'effet, c'est quoi? L'effet, c'est la variation de la réponse. Lorsqu'on fait varier les proportions des constituants, si l'on augmente la proportion d'un constituant et si la réponse augmente, on aura un effet positif. Si lorsqu'on augmente la proportion d'un constituant, la réponse diminue, on aura un effet négatif. Pour pouvoir aboutir au résultat, il va falloir définir un domaine expérimental. Ce domaine va résulter de la connaissance des experts qui vont fixer des contraintes aux variations des proportions des constituants. Vous voyez ici en introduction qu'il s'agit d'un polyèdre convexe. Et ce polyèdre convexe va être défini par 4 sommets, 4 arêtes. Et les expérimentateurs ont retenu comme mélange à réaliser les sommets, les milieux d'arête, le centre du domaine et 2 points internes avec des répétitions. C'est les points que vous voyez entourés en gris. Cette matrice d'expérience sera construite à la main. Vous verrez que ce n'est pas du tout compliqué. Et on associera, alors là de façon numérique, à cette matrice d'expérience le graphe des leviers pour nous assurer des possibilités de calcul de qualité prédictive du modèle a priori. Il faut pour cela ne pas avoir des leviers trop importants. Enfin, parallèlement, on complétera cette présentation, d'une part par un rappel, si ce n'est pas la première étude de cas que vous visualisez, des formes canoniques des modèles polynomiaux de degré 1 et de degré 2, et puis, ce qui n'intervient pas dans toutes les études de cas, sur l'utilisation des transformations de Box-Cox et la pertinence de ces transformations pour les réponses étudiées dans cette étude. Et puis enfin vous découvrirez que les modèles qui ont une qualité descriptive et prédictive très élevée, puisqu'elle est supérieure à 90%, quel que soit le modèle ici, bien ces modèles, ces équations vont donner lieu à des restitutions graphiques, par exemple sous forme de courbe iso-réponse, mais aussi sous forme de traces de la surface qui sera beaucoup plus facilement interprétable. Alors, après cette introduction, parlons de l'objectif des auteurs et des réponses que l'on va associer pour quantifier les objectifs. Quand vous êtes confronté à un problème de formulation, vous avez déjà vu cette boucle à plusieurs reprises, bien vous avez quelque part des constituants que vous avez choisis ou que vous subissez, en l'occurrence le sol au sein duquel on veut faire de la vitrification in situ. Ensuite, vous avez une technologie de mélange, ici ça va être l'apport d'un courant électrique de façon à augmenter très fortement la température, profiter de la conductivité électrique du sol de façon à transformer ce milieu en verre, un petit peu comme l'échauffement de la Terre a donné lieu à des volcans et des roches plutoniques ou volcaniques en éruption. Et à la sortie de l'application du traitement expérimental, vous avez, ou pendant le traitement expérimental, vous allez observer des réponses. Ce qui intéresse les expérimentateurs in fine, c'est d'excellentes propriétés de stabilité du verre, mais avant ça, il y a une phase de fabrication et il faut passer par la mesure de la conductivité électrique d'une part et de la viscosité d'autre part. C'est ce qu'on appelle des réponses. Et les questions que l'on se pose classiquement dans les problèmes de formulation, c'est dans quelle proportion mélanger les constituants pour atteindre un optimum. Ce n'est pas tellement l'objet des auteurs ici. L'objet des auteurs, c'est quel est l'effet des variations des proportions des constituants. Voilà quel est l'objectif de l'étude.
C'est ce que j'ai reporté ici. Alors d'une part, par la phrase qui est située en bas, on veut savoir comment la viscosité, comment la conductivité électrique est affectée par des mélanges de trois constituants, CaO, Na2O et puis le sol, dont je n'ai pas reporté ici la caractéristique chimique sous forme d'un mélange d'oxydes, mais que vous retrouverez dans la publication. Et tout à fait en haut, vous voyez un texte qui vous parle des challenges de la vitrification in situ, qui est une méthode d'inertage, en faisant passer un courant entre des électrodes pour, en particulier, transformer un sol qui est un matériau non cohérent en matériau cohérent qui est un verre, un bloc de verre qui peut ressembler, nous dit-on, à des structures de nature volcanique telles que l'obsidienne et qui est résistant et fortement résistant à la lixiviation. Voilà quels sont les objectifs des auteurs. Pour atteindre ces objectifs, et donc pour comprendre ce qui se passe quand on modifie les proportions des oxydes qui vont servir à faire un verre, eh bien, les auteurs étudient ici deux familles de réponses. Ils étudient des réponses qui concernent la viscosité, c'est ce que l'on va voir. La viscosité va être interprétée au travers de deux réponses. La température nécessaire pour obtenir une viscosité de 10 pascal seconde, c'est la réponse qui sera notée T10, et ensuite la viscosité mesurée à 1300 degrés Celsius, c'est la réponse qui est notée V 1330, et vous voyez apparaître à droite, vous pourrez faire un arrêt sur image pour regarder les procédures de mesure à la fois de la viscosité, et l'autre famille de réponses, c'est la conductivité électrique. On va mesurer la conductivité électrique à un instant donné, qui est la température pour laquelle on a obtenu 10 pascal seconde, c'est la réponse E, CT10, et puis on va mesurer la conductivité électrique, notée E, C 1300, pour une température de 1300 degrés Celsius, toujours dans la partie droite de l'écran, et reporter les méthodes de mesure et les performances de ces méthodes. Voilà, donc nous avons défini l'objectif. Attention, il ne s'agit pas ici d'une étude d'optimisation, comme bien souvent dans d'autres études de cas, mais d'une étude de compréhension. Et pour comprendre, on va chercher à décrire ce qui se passe dans le domaine expérimental. Pour décrire, on va utiliser ici encore un modèle, et si ce modèle est de bonne qualité, alors la restitution se fera sous forme graphique. Voilà un petit peu quel est le canevas de cette étude. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite dans la séquence 2 pour rentrer un peu plus en détail dans la stratégie expérimentale retenue par les auteurs pour atteindre l'objectif et dans la définition des facteurs. Vous avez vu leur nom, vous avez vu apparaître aussi très succinctement les plages de variation de ces facteurs, c'est ce qui conduira au domaine expérimental. Donc bienvenue encore dans cette nouvelle étude de cas qui j'espère vous apportera plein d'éléments d'information pour compléter votre parcours dans les plans d'expérience en formulation. Donc à tout de suite pour la deuxième séquence. Et